Aujourd'hui, à Tribune locale, on reçoit le député de Papineau à l'Assemblée nationale, M. Alexandre Iraca. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou, je vous souhaite la bienvenue à Tribune locale. Monsieur Iraca, bonjour, c'est toujours un plaisir de vous accueillir en studio. Ça me fait plaisir, Mathieu, puis je vais en profiter pour souhaiter à toi et toute ton équipe une belle saison à la TVC. Merci beaucoup. Monsieur Iraca, on a pu remarquer tout au long de l'été que vous étiez très présent sur le terrain, que ce soit dans le cadre des festivals, de différentes activités sur tout le territoire du comté de Papineau. C'est important pour vous d'être là, sur le terrain, puis de serrer des mains? Absolument. Moi, je suis un gars de terrain. Je suis un petit peu dur sur moi dans le sens que je vais être partout tout le temps. Des fois, j'aimerais ça me couper en deux puis en trois. Mais c'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible. Puis souvent, j'envoie mes employés quand je peux pas y aller. Alors, je suis dur sur mes employés aussi. Mais c'est important pour moi d'être présent sur le terrain. Et c'est une façon pour vous aussi de prendre un peu le pouls du comté. Absolument. J'en profite à chaque occasion. Puis les gens m'abordent. Puis j'aime ça parler aux gens. Je suis une personne qui parle beaucoup. Puis j'écoute beaucoup. Ils me parlent de toutes sortes de dossiers. Beaucoup d'employeurs m'ont parlé de la difficulté à trouver de la main-d'œuvre. C'est un beau problème, là, mais quand même, que ce soit en restauration, que ce soit en boucherie, que ce soit dans les commerces de vente au détail, la main-d'œuvre est difficile à trouver parce que le taux de chômage est très, très bas. Donc, c'est un beau problème, mais j'ai entendu beaucoup cet aspect-là cet été en parcourant les différents festivals. Vous parlez de chômage. Y a-t-il d'autres choses que vous entendez? Y a-t-il d'autres choses qui vont un peu moins bien dans le comté de Papineau? Bien, je te dirais que pour l'ensemble du Québec, un des dossiers là, qui me préoccupe beaucoup puis qu'il faut régler puis qui n'est pas terminé, c'est au niveau de la taxe scolaire. Là. Je ne sais pas si tu vas m'en parler. Oui, c'est sûr qu'on va en parler parce que ça nous touche beaucoup ici. Oui, ça touche beaucoup de gens. Puis on aura l'occasion de s'en reparler, mais les gens m'ont abordé là-dessus cet été. Vous dites souvent, ou vous parlez souvent du magnifique comté de Papineau. Qu'est-ce qui le qualifie de magnifique, selon vous? Je ne veux pas être chauvin, mais par rapport à mes autres collègues, les 124 autres députés à l'Assemblée nationale, moi, je trouve que j'ai le plus beau comté au Québec. On est entre la deuxième plus grande ville du Canada, qui est Montréal, et la capitale nationale, qui est Ottawa. On a une voie de passage obligée pour toutes sortes de choses, pour le commerce, mais aussi beaucoup au niveau touristique. Et je vous dirais que j'ai un comté extrêmement dynamique. Dans la petite nation, dans la Lièvre, il se passe beaucoup de choses. Les gens sont dynamiques. Et il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent visiter le comté de Papineau. C'est pas rare qu'on entend souvent parler anglais dans le comté de Papineau. Parce qu'il y a des Ontariens, il y a des Américains qui viennent nous voir, c'est une bonne nouvelle. Et en plus, on est entouré, c'est bien, d'espaces verts, alentour des différentes municipalités, alentour de la MRC de Papineau notamment, des espaces verts. Et c'est magnifique d'avoir ça près du milieu urbain. Absolument, et ça se développe de plus en plus. Moi, j'ai toujours dit qu'on sous-exploite nos rivières, la rivière La Lièvre, la rivière de l'Outaouais, mais on commence maintenant à l'exploiter avec des activités, des places où on peut louer des kayaks, des canots, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, c'est très bien. Est-ce qu'un député provincial, ça prend des vacances? On sait que vous avez une famille, je crois 3 enfants notamment. Est-ce que vous avez pris du temps pour vous, monsieur? Moi, j'ai 3 ados. Il y en a un qui est rendu au cégep. Moi, je m'en fais un vœu sacré, si on peut l'appeler comme ça. C'est important pour moi de prendre un moment d'arrêt durant l'été. Je prends toujours 2 semaines là, en famille, vraiment en famille. On décroche complètement pour revenir plus fort, plus en forme. Donc, je le fais à chaque été. En sachant cet été que l'été prochain, je vais être probablement plus occupé. Ça va être une année électorale. Exactement. Je vais prendre probablement un peu moins de vacances. J'ai pris de bonnes vacances cet été, là, 2 semaines en famille, là, où j'ai complètement arrêté. Puis ça fait du bien. Ça fait du bien. Puis je pense que j'invite tout le monde à prendre des vacances là, dans la mesure du possible. Là, parce que souvent, on se dit, ben moi, je travaille beaucoup. Je suis à la limite du workaholic, mais il ne faut pas faire ça. Il faut, à un moment donné, arrêter, profiter de la vie puis prendre un temps d'arrêt. Il faut être équilibré, en fait. Absolument. Il y a 7 festivals et événements de la région qui se sont partagés une aide financière de plus d'1 million de dollars
ici en Outaouais, en fait, sur votre territoire. En fait, il y a le Rockfest notamment et aussi le Festival Western de Saint-André-Avelin. Selon vous, est-ce qu'il y a assez d'argent pour tout l'aspect culturel? Bien, certains diront qu'il n'y en a jamais assez, là, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait un effort cette année pour en donner davantage. Le Rockfest, on a augmenté la subvention. Festival Western de Saint-André-Avelin, Château de Sable ici à Templeton et d'autres là, qu'on a réussi à financer. Festival de Plaisance à Thurso également. Donc, quand on peut, on le fait. Et c'est bon pour l'activité économique, c'est bon pour l'activité touristique. Donc, et ça fonctionne. Le Rockfest, c'est le plus grand show rock au Canada. Plus de 200 000 personnes. Festival de Saint-André-Avelin, mon Dieu, chaque année, on augmente les jours d'ouverture. Donc, ça va bien au niveau culturel et touristique dans la petite nation et aussi dans la Lièvre. Donc, il faut continuer dans ce sens-là. Avez-vous été au Rockfest? C'est pas Oui, Ah oui? oui, je suis allé reconduire mon gars qui a passé 3 jours là dans une tente, donc avec ses amis. Alors, je suis passé directement dans le Rockfest la journée que ça l'a ouvert. Je suis allé marcher dans les rues du Rockfest. C'est quand même assez impressionnant d'accueillir le plus grand festival rock en Amérique du Nord. Et ça attire du même coup des milliers de personnes. C'est excellent pour le comté, j'imagine. C'est plus qu'excellent. Vous parlez aux commerçants. Et les gens de Montebello se sont adaptés. Je dirais qu'au début, ça a été difficile au niveau organisationnel. Mais là, aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils sont très bien rodés. Ça va bien. Il y a très peu d'histoires de violence ou d'excès de ce qui se passe là-bas. C'est quand même bien organisé, bien encadré. Les gens de Montebello acceptent ça. Ils ont même embarqué dans le coup. Souvent, il y a des gens qui louent des stationnements, qui fournissent des hot dogs, des frites. Donc, ça fonctionne bien. Il y a des gens d'Europe qui viennent, des États-Unis, d'ailleurs au Canada. Ce qui est important parce que c'est de la nouvelle argent. Alors, oui, c'est un beau succès, c'est un success story, puis on espère que ça dure, ça puisse continuer encore plusieurs années. Vous êtes non seulement député pour la circonscription dans cette circonscription-ci, oui, mais vous êtes aussi président de la Commission des transports et de l'environnement. Oui. Je veux parler avec vous du dossier de l'autoroute 50. Oui. Quand vous étiez de passage à notre émission en mars dernier, on parlait d'ajout d'éclairage ici sur le tronçon de l'autoroute près de Buckingham, l'ajout de bandes rugueuses, l'aménagement de feux de circulation et aussi, en fait, à la bretelle de l'échangeur du chemin Lépine. Oui. Ces travaux-là étaient prévus pour le mois de mai dernier et ils n'ont pas été réalisés et ça a plutôt commencé à la mi-août. Oui. Pourquoi ce délai-là, M. Iraken? Oui, alors c'est une bonne question. Ils sont en cours de réalisation, effectivement, vous faites bien de le mentionner. Ceux qui passent sur l'autoroute voient là, la construction qui se passe. Et ça va faire une grande différence au niveau de l'éclairage. Il va y avoir des grands lampadaires avec des lumières très, très fortes qui vont aider pendant la nuit parce que c'était noir dans ce secteur-là, entre Doherty et Lépine. Ce qui est arrivé, malheureusement, il y a eu la grève des ingénieurs au mois de mai, qui a tout ralenti, qui a tout bloqué, tous les projets au Québec. Ça a duré un mois et demi, la grève des ingénieurs. Donc, ce projet-là a écopé aussi également. Alors, dès que les ingénieurs ont repris le travail, à ce moment-là, les travaux ont pu recommencer et la planification a pu recommencer. C'est pour ça que ça a occasionné malheureusement un délai, mais ça va être fait pour l'automne, ça va être fini à l'automne. Il y a aussi les plans d'un premier tronçon qui va être élargi à 4 voies qui sont en cours probablement en ce moment, si je ne me trompe pas. Est-ce que ce n'est pas un peu de l'argent inutile, le fait de mettre des lampadaires, de mettre des bandes rugueuses, sachant qu'éventuellement, il va y avoir un 4 voies, il va falloir peut-être refaire tout ça? Non, parce que ça ne pourra jamais être trop éclairé, première des choses. Et là, si on va faire un 4 voies à ce moment-là, c'est pas si on va faire un 4 voies, on va faire un 4 voies. Il y a un 11 km là, qui est à l'étude présentement avec les ingénieurs de Buckingham vers Thurso. Alors, on va faire un autre 2 voies d'un autre côté. Alors, il y aura des lumières déjà installées. Ça va être tout simplement encore plus sécuritaire. Je pense qu'on ne peut jamais être trop sécuritaire.
Mais on s'enligne vers une phase 1 de 11 km et là, présentement, je travaille sur la phase 2. Est-ce qu'on a des informations quant au délai pour ces plans-là ou même le début de la construction? Alors, il y avait un délai, c'est toujours comme ça lorsqu'on fait des travaux pour l'élargissement d'une autoroute, c'est entre 18 et 24 mois pour les études. Après ça, on peut commencer la construction, les appels d'offres. Alors, je vous dirais que c'est fin 2018 là, où on pourrait avoir des pépines ou des camions sur l'autoroute pour commencer le début des travaux. Et on sait que l'élargissement de l'autoroute 50 a été ajouté au plan québécois des infrastructures. Donc, ça veut dire que c'est une priorité pour le gouvernement. On sait que ça a pris du temps avant que l'autoroute 50 soit complétée entre ici et les Laurentides. Ça va prendre autant de temps pour qu'elle devienne un 4 voies sur toute sa longueur? Bien, écoutez, quand j'ai inauguré l'autoroute 50 en 2012, déjà, on me glissait à l'oreille pourquoi on ne l'a pas construit tout de suite en partant à 4 voies. C'est une bonne question, je ne peux pas y répondre. Je n'étais pas là, je ne peux pas y répondre. Mais j'imagine que plusieurs comtés avaient plusieurs exigences et qu'ils ont accepté de faire l'autoroute comme elle l'est présentement. Il y a certaines sections qui sont à 4 voies. Moi, j'ai bon espoir que ça se fasse beaucoup plus rapidement que ça. Il a été inscrit au plan québécois des infrastructures, ce qui est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que ça va se faire. J'ai travaillé très fort dans ce dossier-là pour convaincre mes collègues du fédéral d'embarquer et mes collègues aussi de la région d'embarquer pour l'élargissement de l'autoroute 50. C'est fait maintenant. Alors, on va laisser les ingénieurs faire leur travail. Il y a une phase 1 de 11 km qui est annoncée. Je travaille présentement sur la phase 2, mais je suis convaincu qu'on va réussir à faire une 4 voies de cette autoroute-là le plus rapidement possible. On va parler maintenant de transport en commun. Le gouvernement, ou plutôt les gouvernements du Québec et du Canada vont investir 31,6 millions de dollars pour soutenir la réalisation, de 7 projets par la Société de transport de l'Outaouais, notamment l'achat de nouveaux autobus. On va aussi construire une nouvelle station et aussi un parc de stationnement de 250 places à la station Lorrain. Ensuite, on veut allonger le corridor du Rapibus entre le boulevard Labrosse et Lorrain. Il faut noter qu'on veut construire la station avant d'allonger le corridor. Pourquoi on fait ça? Bien, c'est parce que c'est un programme fragmenté avec le fédéral. Alors, c'est pour ça qu'on a annoncé la station à Lorrain, mais fiez-vous sur moi que la route va venir bientôt pour se rendre directement à Lorrain. C'est une bonne nouvelle pour l'est de la ville de Gatineau. C'est important. Il y a congestion présentement à la Brosse. C'est important de se rendre à Lorrain et on va se rendre à Lorrain. Mais moi, ce qui m'enchante encore plus, c'est qu'on fait l'étude dès maintenant pour jusqu'à l'aéroport, au boulevard de l'aéroport. Il faut qu'éventuellement, ce Rapibus-là se rende jusqu'à Angers, Masson, Buckingham. Bon, on comprend que ça coûte plusieurs millions. On va y aller par phase également dans ce dossier-là. Mais la construction a été annoncée pour une station à Lorrain. Les gens vont pouvoir stationner à Lorrain et prendre l'autobus à Lorrain qui va intégrer le Rapibus sur la Brosse sans qu'il y ait de transfert. Donc, les gens vont pouvoir prendre l'autobus qui va prendre la route locale, mais qui va intégrer le Rapibus, la route du Rapibus à la Brosse sans faire de transfert, le temps que la route se fasse de Rapibus jusqu'à Lorrain, mais ça va se faire prochainement. Et rapidement, avant de prendre la pause, on sait que le taux de satisfaction est en baisse à la STO de 2015 à 2016. Par rapport au transport dans l'Est, est-ce que vous avez beaucoup de commentaires négatifs des gens? Oui, bien, on me dit que oui, les gens se rendent à l'heure, mais ça prend quand même beaucoup de temps, plus de temps qu'anticipé. C'est pour ça que je dis qu'il y a congestion présentement à la Brosse. Et ceux qui partent de Buckingham, de Masson, trouvent ça plus difficile. Alors, il faut absolument rendre cette ligne-là disponible vers l'Est. Puis je l'entends, les gens qui prennent l'autobus me le disent, ça prend quand même pas moins de temps qu'avant. On se rend à l'heure, mais ça prend pas moins de temps qu'avant. C'est pour ça que c'est important de prolonger la ligne du Rapibus. On va prendre une courte pause, M. Iraca. Au retour, on va parler notamment des inondations qu'on a vécues ici en Outaouais. Restez avec nous, on vous revient dans quelques secondes. Je m'appelle Zachary, je suis amputé à la jambe gauche. Ça, ici, c'est fait en quoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super contente d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, ça tourne mieux, puis ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, ouais, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant.
L'association des antiquaires, ça m'aide beaucoup. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Merci d'être avec nous sur les ondes de TVC Basse-Lièvre. On est de retour à Tribune locale, toujours en compagnie de M. Alexandre Iraca, député de Papineau à l'Assemblée nationale. M. Iraca, on va revenir ensemble sur les inondations qu'on a vécues au printemps dernier. Il faut le dire, c'est une période assez sombre de notre histoire ici en Outaouais. Sur votre territoire, les gens, des citoyens du chemin du fer à cheval ont été touchés gravement sur le chemin sur la rue du Ruisseau également. Et dans la Petite Nation, si je ne me trompe pas, l'endroit où ça l'a plus affecté, je pense que c'est à Saint-André-Avelin, c'est bien ça? Oui, il y a eu dans la première vague d'inondations à Saint-André-Avelin qui ont été très touchés. La deuxième vague, je vous dirais que c'était davantage Papineauville-Plaisance, mais pas autant que le secteur fer à cheval à Masson-Angers. Comment vous avez vécu ça durant la crise? Il faut le dire que c'est une crise. Ah, c'était une crise. Écoutez, il y a des gens qui ont mis toute leur fortune, leur héritage, tout ce qu'ils avaient amassé dans leur vie pour des maisons sur le bord de la rivière. Donc, ça a été un drame humain assez important. Moi, je tenais à être sur les lieux. Je suis allé à tous les endroits. Je suis allé au secteur fer à cheval. J'ai même sorti une personne âgée de sa résidence là, parce que c'était rendu trop haut, l'eau dans la maison. Cette personne-là avait besoin de soins, donc on l'a transporté. On l'a transporté dans un gros pick-up pour sortir de sa résidence. Mais les gens ne voulaient pas sortir, je les comprends. C'est leur vie qui sont là. Alors, c'était un drame humain qui, il faut le dire, on va s'en rappeler de cette crise-là dans plusieurs années. Nos enfants vont dire, en 2017, il y a eu une grosse inondation. Comme on a dit, en 1900, dans les années 70, oui, il y avait eu une inondation, mais peut-être pas aussi haut que celle-là. Donc, ça a frappé et ça allume beaucoup de lumière pour être plus préparé la prochaine fois. Ça a été difficile pour les gens. Alors, il a fallu agir vite. Il a fallu débloquer des fonds aussi. On a transmis de l'argent à la Croix-Rouge qui, eux, ont hébergé ces gens-là. D'ailleurs, certaines personnes sont encore hébergées parce qu'il y a des rapports qui ne sont pas encore sortis des estimateurs. Évidemment, ça a occasionné au ministère de la Sécurité publique un surcroît de travail épouvantable. Il a fallu engager d'autres personnes pour faire les évaluations. Plusieurs personnes encore, à ce jour, attendent des rapports pour pouvoir reconstruire. On a élargi les règles pour permettre aux gens, même s'ils étaient dans le 0-20 ans, de pouvoir reconstruire avec des normes ISO très élevées pour que les gens puissent garder leur maison et en construisant avec des normes plus élevées parce qu'il ne faut surtout pas reconstruire de la même manière pour qu'il y ait une autre inondation puis on se retrouve avec le même problème. Vous parlez de rapport. Est-ce que vous êtes en mesure de savoir c'est quand le gouvernement va pouvoir donner ces rapports-là? Parce que si je ne me trompe pas, on doit respecter une clause de confidentialité. On ne peut pas offrir, les rapports ne peuvent pas arriver dans vos mains. Ça va directement aux résidents. Oui, mais nous, par exemple, je peux vous dire qu'on a fait plusieurs appels pour que les rapports, on ne veut pas les voir, on veut qu'ils sortent le plus rapidement possible. Oui. Ça sort présentement. Il y en a qui en ont reçu. La semaine passée, plusieurs ont sorti. Dans les prochains jours, il y en a d'autres qui vont sortir là, parce qu'il faut construire avant l'hiver. Donc, je m'attends à ce que les rapports soient sortis d'ici la fin septembre pour que les gens puissent avoir une idée claire. Ça prend ça pour aller chercher le permis à la ville pour pouvoir construire. Donc, plusieurs personnes sont arrêtées au bureau, un petit peu en détresse pour dire, bon, bien là, on est prêt là, on aimerait savoir où on s'en va. Donc, on fait beaucoup de pression au ministère pour que les rapports puissent sortir et pour que les gens puissent se reconstruire en augmentant le niveau de leur résidence pour que s'il y a une prochaine inondation, qu'ils puissent résister. Parce qu'il y avait certaines maisons dans le secteur fer à cheval qui étaient déjà construites aux normes ISO, qui faisaient en sorte qu'ils n'ont pas été touchés par l'inondation. Ils l'ont été, mais beaucoup moins. Probablement construites
plus haut. Plus haut, avec des matériaux aussi différents qui font en sorte qu'ils résistent à ce genre d'inondation-là. Par rapport à l'aide du gouvernement du Québec, là, avec l'aide financière notamment, est-ce que c'est assez selon vous? Est-ce qu'ils en font assez? Ben, encore là, certains diront que c'est jamais assez, mais je pense qu'il y a une aide quand même considérable qui a été fournie par le gouvernement. Il faut savoir que ces maisons-là, les assureurs refusent de les assurer dans la plupart des cas parce qu'ils sont construits trop près, qu'ils sont construits dans des zones 0-20 ans. Alors le gouvernement fait sa part, là, je pense, en donnant certains montants d'argent. Il y a certaines sommes qui ont été données directement pour la désinfection, pour faire en sorte que ça soit asséché là, dans les sous-sols et tout ça. Cette partie-là a été donnée, a été faite. Maintenant, c'est au niveau de la reconstruction et de la valeur des terrains. Malheureusement, il y a certaines résidences qui ont totalement été détruites, là, si on peut parler comme ça, et qui occasionnent des travaux à un très haut pourcentage, mais il y a quand même une valeur qui est donnée pour le terrain, une valeur également qui est donnée pour la résidence, assumée par le gouvernement. Donc, il faut faire en sorte que tout ce qui s'est passé, cette grande crise-là, bien, il faut être plus intelligent puis faire en sorte qu'on soit plus préventif pour la prochaine fois pour pas que ces gens-là se retrouvent dans la même situation. Donc, c'est pour ça que ça prend des fois un petit peu plus de temps, mais il faut s'assurer que tout est bien fait. On a augmenté les valeurs aussi pour faire en sorte que les gens puissent rester là, qu'ils ne soient pas obligés de partir. Alors, il y a plusieurs résidents qui désirent rester là. Puis on va essayer de faire en sorte que ça se fasse le plus rapidement possible. Certainement, on attend ces rapports-là avec impatience. Vous êtes élu ici dans le comté de Papineau, ce qui veut dire que vous avez un siège à l'Assemblée nationale. Comment ça se passe, M. Iraka, à l'Assemblée nationale? Bien là, on n'a pas repris nos travaux. Ça reprend prochainement. Ça se passe bien. Je suis représentant du magnifique comté de Papineau et j'ai hâte là, d'y retourner. Mais moi, j'aime beaucoup ça être dans le comté. Vous m'avez pris un peu au dépourvu. C'est quand on a arrêté? C'est-tu toute la période estivale? Alors, on a arrêté vers la fin juin. Il y a eu des commissions parlementaires qui ont repris au mois d'août. Alors moi, j'ai siégé à titre de président de commission parlementaire à Québec au mois d'août pour le réseau électrique métropolitain là, à Montréal. Je présidais cette commission-là au mois d'août. Mais les travaux de l'Assemblée où on débat au Salon Bleu, là, ça débute le 19 septembre. Le 19 septembre. Il y a un article du Parti libéral québécois qui est titré « 7 bonnes nouvelles pour le Québec à découvrir et partager ». On dit dans cet article-là notamment que le taux de chômage est à son plus bas de l'histoire, c'est-à-dire 5,8 % On nous dit également que 197 000 Québécois ont trouvé un emploi depuis l'arrivée des libéraux, 63 % dans le secteur privé et près de 90 % à temps plein. Est-ce que ça veut dire qu'on a une économie qui est en santé, M. Yaraka? Alors, il faut bien l'expliquer parce qu'on a traîné de la patte au Québec par rapport aux autres provinces au Canada pendant plusieurs années. Hein. On parlait de l'Alberta qui était très riche, que ça allait bien, qu'il n'y avait pas de dette. On a complètement renversé la vapeur. Maintenant, le modèle à suivre, c'est le Québec. On a le taux de chômage le plus bas. Il y a presque plus personne, bien, je ne dirais pas le nombre exact, mais il y a beaucoup de gens qui ont quitté l'aide sociale pour aller sur le marché du travail. Donc, on est à son plus bas aussi et l'économie va très bien. C'est certain qu'on a pris des décisions difficiles au début de mandat pour revoir tous les organismes, faire en sorte qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de dédoublement d'organismes. Donc, on a fait un ménage qui, je pense, s'imposait au Québec. Maintenant, on a créé un environnement favorable pour l'économie. On en voit les résultats. Ce qu'on peut faire lorsqu'on crée un environnement favorable, bien, on a baissé la dette. Et quand on baisse la dette, on a baissé aussi le pourcentage qu'on paie du taux d'intérêt sur la dette, ce qui nous rapporte plusieurs milliers de dollars. Et cet argent-là, on va pouvoir la réinvestir. Deux domaines où on veut réinvestir massivement, en santé et en éducation. Et là, on a les coups des franges pour faire ça maintenant, et c'est ce qu'on va faire. Et la santé économique du comté, est-ce qu'elle va bien aussi? Elle va très bien. J'ai un gros problème. Je vous en parlais en début d'émission. Oui. Les gens ont de la difficulté à se trouver des employés. Le taux de chômage étant tellement bas. Les commerces vont bien. Il y a plusieurs commerces, de nouveaux commerces qui s'installent ici dans le comté de Papineau. Il y en a d'autres à venir. J'ai rencontré plusieurs
personnes d'affaires qui veulent s'installer ici, à l'Ange-Gardien, dans le parc industriel, à Teursault. Il y a plusieurs bonnes nouvelles qui s'en viennent. Donc, on a un beau problème, c'est de la main-d'œuvre. On a besoin de main-d'œuvre. Et si je ne me trompe pas, il y a notamment une nouvelle compagnie qui a ouvert ses portes, qui s'appelle Mountain Granite, et c'est à Tursault. Donc, c'est plus de 40 emplois qui ont été créés, si je ne me trompe pas. 40 emplois à Teursault, c'est 4000 jobs à Montréal. Mountain Granite, là, avant, c'était à l'inverse. Hein? Les sièges sociaux s'en allaient en Ontario. Ça, c'est un siège social qui était stationné en Ontario, qui a décidé de s'en venir à Lochaber, à Teursault. Je dis Lochaber parce qu'il y a beaucoup de gens de Lochaber qui travaillent pour Mountain Granite. Donc, c'est près de 40 emplois qui vont être créés, des bons emplois, une belle compagnie qui est installée depuis plusieurs années. Alors, Marco et Nancy sont venus me voir à mon bureau il y a quelques mois en m'annonçant cette bonne nouvelle-là. On les a accompagnés avec Investissement Québec pour les aider à faire le transfert ici à Teursault. Donc, c'est une excellente nouvelle. On souhaite évidemment bon succès à l'équipe de Mountain Granite. Bon succès, j'encourage tous les gens là, du comté de Papineau, de l'Outaouais, à aller voir leur comptoir de Granite. Je sais que Marco et Nancy voyagent souvent en Europe, en Italie, pour s'assurer d'avoir les meilleurs matériaux possibles et les plus à jour. Donc, c'est une belle compagnie. En terminant, il nous reste à peu près 2 minutes. Vous allez organiser un 5 à 7. Oui. On appelle le 5 à 7 du député. Ça se déroule le 25 septembre prochain. Où, quand, comment, pourquoi, M. Raccord? Alors, pour Paulette Lalande. La première ministre de la Petite Nation, c'est le même que je l'appelle. C'est la préfète de la MRC de Papineau depuis plusieurs années, qui s'occupait des 24 municipalités du comté de Papineau. C'est une personne que j'ai beaucoup de sentiments pour elle. J'ai travaillé, on se parle presque à tous les jours dans différents dossiers. Donc, c'est une personne que j'ai beaucoup à cœur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient Paulette pour le travail. En politique, il y a un début puis une fin. Alors, c'est la fin pour Paulette en politique. On va faire d'autres choses. C'est un 5 à 7. On voulait lui demander où elle voulait faire ça. Elle voulait faire ça dans sa ville natale, à Saint-André-Avelin, au pub Saint-André, le 25 septembre, 17h. Vous pouvez appeler au bureau. Il y a des billets. On vend des billets pour ce 5 à 7-là. Donc, tous sont les bienvenus. Donc, on ajoute ça à l'agenda. Et en terminant très rapidement, il y a une médaille qui va être remise par l'Assemblée nationale très bientôt. C'est la deuxième. C'est en près de 6 ans que je suis député. J'en remets très rarement. C'est une médaille de l'Assemblée nationale pour un geste héroïque. Alors, c'est un monsieur, André Prévost, de Teursault, qui travaille à Fortress, qui a sauvé un jeune homme qui était pris dans un feu dans une maison, qui est arrivé juste à temps pour le sauver. Alors, je tenais à l'honorer. Benoît Lauzon, le maire de Teursault, m'a appelé pour m'expliquer la situation. Et ensemble, on s'est organisé pour faire quelque chose. Je lui remets une médaille demain. Monsieur Raccord, c'est un plaisir de discuter avec vous. On vous souhaite bon succès pour le reste de votre mandat jusqu'aux élections l'année prochaine en 2018. Merci beaucoup. Plaisir. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Tribune locale.